à le remercier pour cette mobilisation. Parce que nous sommes, on va dire, des artistes de la mobilisation sociale et politique. Lui, il est à la fois artiste de la mobilisation sociale et politique, mais artiste tout court, hein, puisque c'est un musicien. Ce qu'il a fait avec nous, vraiment depuis le début de cet événement, de ce 80e anniversaire, dont Mémoire et Partage a eu la responsabilité en France, dans des conditions difficiles. Vous le savez, nous sommes dans une situation politique inédite en France, avec, au niveau budgétaire, des contraintes véritablement, que certains pensent, insurmontables. Et pour des associations comme les nôtres, c'est encore plus important, puisque nous avons fait des choix politiques d'orientation qui ne nous rendent pas très populaires au niveau de ceux qui décident de donner de l'argent ici ou là. Encore plus dans le contexte dans lequel nous sommes. Ce qui fait que cet événement que nous coordonnons depuis pratiquement le mois de mai, je pense sous le contrôle de Clarisse Gomis, qui est la secrétaire générale de Mémoire et Partage, mais aussi du président de Mémoire et Partage, Patrick Serre, ben, cet événement que nous coordonnons, il n'est absolument pas financé. Vraiment. Depuis le mois de mai, nous consacrons du temps de travail, du temps de famille, du temps d'organisation, du temps administratif, du temps artistique à faire cet événement et qui part de province en plus. Vous savez qu'en France, les choses qui viennent de province ne comptent pas. La France est un pays très jacobin, c'est Paris qui décide, et après, ça ruisselle. Pour une fois, le ruissellement, il vient de ceux qu'on appelle le bas, de Bordeaux. Nous avons pris cette responsabilité-là. Donc dans cette situation compliquée et difficile dans laquelle nous sommes. Et c'est pour ça que cette clôture, pour moi, prend une dimension particulière. Je veux vraiment remercier le collectif qui s'est monté, le collectif du 80e anniversaire, qui est un collectif qui se réunit depuis pratiquement le mois de juin. Je veux vraiment remercier toutes ces personnes qui ont fait d'énormes sacrifices pour faire exister ce mouvement, cette dynamique. Il y en a certains qui sont là, vous me permettrez de les citer, parce que c'est important. J'ai parlé de Clarisse Gomis, bien sûr, de Patrick Serre, le président du réseau Mémoire et Partage, Cherceau aussi, qui n'est pas là, mais qui est toujours là, n'est-ce pas? Abdourahmane Diaye, qui est là, enseignant, qui a tout à l'heure fait la discussion autour du film que vous avez vu, le documentaire voilà, Tiaroy 44. D'autres ne sont pas là, il y a plusieurs autres associations. Il y a la jeune femme qui est en service civique chez nous, qui a été très important dans le travail que nous avons fait, c'est Manon Taxi, qui est là-bas juste derrière, qui a fait tout ce qui est graphique, notamment dans cet événement, c'est elle qui l'a fait. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir l'exposition documentaire que nous avons réalisée. Bon, elle est présentement à Poitiers, elle reviendra à Bordeaux l'année prochaine dans différents endroits, mais c'est elle qui a fait tout le graphisme de cette exposition documentaire sur Tiaroy. Vous avez d'ailleurs le catalogue de l'exposition qui est à l'entrée, que vous pouvez acheter. Ça coûte 10 euros. 10 euros, c'est 12 euros de moins que le livre d'Armel Maman, qui est toujours là aussi. Mais attention, ça n'a pas la même valeur, bien sûr. Le travail que moi j'ai fait dans le cadre de cette exposition, de ce catalogue, c'est un travail mémoriel. Armel Mabon a fait un travail d'historien. Donc, si vous achetez ce catalogue, vous pourrez prendre le temps de regarder le travail, et puis peut-être même de le critiquer, mais surtout, vous pourrez nous aider, nous soutenir, parce qu'on a besoin de ça. Sinon, on ne va pas tenir. On ne tiendra pas. Et puis, bien sûr, après, acheter bien sûr, le livre d'Armel Mabon. Alors, j'espère que mon introduction n'a pas été trop longue. Elle l'a été. Mais on ne peut pas, je pense, engager une discussion avec Armel Mabon sans prendre ses précautions. Et tout ce temps, très long, peut-être pour certains, était nécessaire pour calmer un peu le redoutable privilège que j'ai de discuter avec Armel Mabon. Parce que si vous connaissez Armel Mabon, si vous suivez ses travaux, vous savez que les mots sont posés, sous-posés, vérifiés, quelquefois contestés, vigoureusement. Et si ça vaut le coup, elle porte plainte.
elle va devant la justice. Donc, vous imaginez bien que moi qui ne suis pas historien, j'ai un peu peur d'être là avec elle, parce que je sais que tout ce que je dirai sera soumis au feu de sa critique et puis surtout de sa passion. Donc c'est avec grand plaisir vraiment que j'anime cette rencontre. Encore plus que cette rencontre se déroule quelques semaines, on va dire, après la publication de son dernier ouvrage, qui est ici, Armel Mabon, Le massacre de Thiaroye. On a failli ne pas avoir de livre ici à vous présenter, mais voilà, il était écrit qu'il y en aurait, puisqu'il y en a. Donc il y a une dizaine d'ouvrages. Si jamais il n'y en avait plus à la fin de cette soirée, sachez que vous pouvez toujours en acheter, puisqu'on va avoir une dizaine d'ouvrages qui vont nous arriver par la poste au plus tard lundi prochain. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi de discuter avec Armel Mabon cet après-midi, ici, dans le cadre de cette clôture du 80e anniversaire. Notre dernière rencontre, elle remonte au 2 décembre, je crois, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où nous avons été invités par le gouvernement sénégalais, mais aussi les universitaires sénégalais, à parler de Thiaroye, notamment lors des cérémonies de commémoration du 80e anniversaire. Donc c'est dans toutes ces circonstances-là que j'introduis cette discussion avec une historienne que j'ai présentée dans l'exposition documentaire. Il y a un panneau qui parle de la reconnaissance française. Alors, j'espère qu'elle m'excusera de parler d'elle en tant que Française. Bon, mais il faut toujours partir de quelque part. Je pense que son engagement, son travail aujourd'hui dépasse une quelconque nationalité. C'est un engagement humain, de chercheuse de vérité. Mais il faut partir de quelque part, et dans le livre, enfin dans l'exposition, je l'ai appelée la Bretonne au combat. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi à savoir ce que j'allais écrire sur Armel Mabon. Parce que je sais que le jour où elle l'aurait devant les yeux, j'ai intérêt à ce que ce soit vrai et juste. Donc peut-être ma première question, cher Armel. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on y reviendra parce que je parle trop. Ma première question, cher Armel, c'est une question très personnelle. Oh yo. Très personnelle. Madre mia. Parce qu'encore une fois, on part de quelque part. On n'est pas des êtres désincarnés qui nous occupons des choses. On est des êtres qui sont d'abord situés. Même si toute notre vie, nous essayons de sortir de cette situation et de cette condition première que nous n'avons pas choisie. D'abord, Armel, une question très personnelle. Donc, j'ai dit bretonne, la bretonne au combat. Comment est-ce qu'une bretonne, par quel hasard de la vie, une bretonne universitaire rencontre cette histoire qui se déroule à plusieurs milliers de kilomètres de chez elle? En effet, c'est très personnel. D'abord, je veux dire merci. Merci de me faire venir ici à Bordeaux avec Mémoire et Partage. Et en plus pour la clôture, mais je crois qu'il n'y aura pas de clôture. C'est un mot qui ne peut pas correspondre pour Thiaroye pour le moment. Il ne peut pas y avoir de clôture. Je vous expliquerai pourquoi il ne peut pas y avoir de clôture. Alors, comment j'ai rencontré Thiaroye? J'ai rencontré Thiaroye par l'amour, puisque le père de mes filles est sénégalais. Et donc, c'est par lui que j'ai vu justement le poème de Léopold Sédar Senghor. Et que j'ai vu ce mot, Thiaroye, Thiaroye qui a une sonorité extraordinaire. J'ai trouvé que c'est très beau comme nom, Thiaroye. Et voilà, donc c'est comme ça, mais c'est bien plus tard que je me suis accrochée à Thiaroye comme une bernique à son rocher, toute bretonne que je suis, parce que j'ai compris que je faisais face à une pire qu'une injustice, quoi. Vraiment, alors je suis historienne, mais avant j'ai eu un autre métier. J'étais assistante sociale. Et peut-être que j'ai cette particularité en tant qu'historienne, c'est d'avoir eu ce métier où on est forcément confronté à l'injustice et qu'il faut se battre pour que les personnes retrouvent leurs droits. Et c'est un petit peu ça qui a fait que j'ai un parcours un peu atypique. Et il fallait sans doute un parcours atypique pour
pour aller si loin, enfin si loin, non. Je dirais que peut-être que tout historien devrait faire comme moi, mais voilà, on n'est pas nombreux. Voilà, j'ai attaqué l'État parce que pour rendre justice à ces hommes, j'estimais qu'il fallait que j'attaque l'État. Mais j'attaque pas tout le monde, hein. Voilà. Donc, enfin bon, parce que là, je suis un peu, ça me surprend parce que dans le public, il y a des personnes qui sont de l'Orient et qui sont là. Et eux, ils m'ont entendu pendant des années et des années et des années, comme si Tiaroy était devenu je sais pas, quelque chose, des repas. Voilà, j'arrivais toujours à mettre Tiaroy sur la table. Mais ils n'en ont pas eu marre, la preuve, ils sont là. Voilà. Alors voilà, donc c'est ça, c'est l'amour qui m'a fait venir vers Tiaroy, et Tiaroy est venu avec moi par l'amour. C'est beau. Oui, je confirme, c'est effectivement très, très beau. L'amour, oui, l'amour toujours, oui, l'amour encore. Mais ça ne suffit pas, bien sûr, hein, puisque l'amour mobilise des émotions, des sentiments, et c'est une histoire qui est aussi une histoire de raison, voire de raison d'État. En quoi, à un moment donné, il y a eu une articulation avec tes premiers travaux de recherche et cette histoire de Tiaroy. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, scientifiquement, historiquement, à un moment donné, a rendu presque évident de rentrer dans cette histoire? Alors moi, j'ai d'abord fait une recherche sur les prisonniers de guerre indigènes durant la Seconde Guerre mondiale, justement parce que j'avais rencontré une ancienne assistante sociale qui m'a légué un carton d'archives où il y avait donc des visites des assistantes sociales aux prisonniers de guerre. Alors moi, je suis petite fille de prisonniers de guerre, et mon grand-père était donc en Allemagne, et je pensais que tous les prisonniers de guerre étaient en Allemagne. Et là, je découvre que les prisonniers de guerre originaires des colonies, d'Afrique du Nord, d'Indochine, de Madagascar, ils n'étaient pas en Allemagne, mais ils étaient en France. Et beaucoup du côté de Bordeaux, à Saint-Médard-en-Jalles notamment. Voilà, donc ça a été ma première. C'était un terrain en plus qui était pas du tout exploité au niveau des historiens. Donc j'ai plongé dans cette histoire-là. Et puis après, je tombe forcément sur Tiaroy, quoi. Alors j'aurais pu contourner Tiaroy, j'aurais pu dire oh là là, c'est compliqué. D'ailleurs, c'était très compliqué, j'avoue. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est en 2012. J'avais déjà publié mon livre sur les prisonniers de guerre indigènes à la découverte. Et en 2012, il y a François Hollande qui fait son premier discours en terre africaine à Dakar, en tant que président de la République, et qui parle de Tiaroy. Alors que personne, enfin, je veux dire, on est très peu nombreux à connaître Tiaroy. Et là, du coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait qu'un président de la République parle de Tiaroy? Donc j'ai recommencé toute la recherche du début. Voilà, je me suis consacrée à Tiaroy à partir de 2012. Et j'ai revu toutes les archives que j'avais déjà vues, voilà. Mais j'étais plus loin. J'ai été chercher les archives du navire britannique à Londres. J'ai interrogé les archivistes aux États-Unis, etc., etc. Donc et à un moment donné, il y a deux choses qui m'ont fait comprendre que je faisais face à un mensonge d'État. C'est à ce moment-là que ça s'est passé, le retournement quelque part. Voilà. Alors, justement, mais quelle était justement l'historiographie sur le sujet? En fait, en 2012, quand, comme tu l'indiques, tu revois les notes que tu avais prises, tu te replonges là-dedans, comment est-ce que le milieu universitaire africain et sénégalais, français, pardon, et français, quelle était leur position par rapport à ça? Alors, il y avait quelques travaux déjà, notamment au niveau du Sénégal. Il y avait un historien qui s'appelle Mbaye Gueye, qui avait déjà publié un article assez retentissant, avec déjà des interrogations très précises sur entre ce que disait la France, ce qu'annonçait la France et ce que lui pressentait, notamment sur le nombre de victimes. Et puis il y avait aussi Cher Fati Faye, un autre historien sénégalais, qui, lui, s'est beaucoup intéressé à où étaient les morts. Donc c'est grâce à lui qu'on peut dire qu'on peut, on peut supposer où sont les fosses communes, les fosses communes les plus importantes. Côté français, il y a eu quand même, il y a eu un Canadien aussi qui s'appelle Myron Enchenberg, c'est lui qui a sorti le premier article dans les années 78, donc avec des interrogations toujours. Et puis, côté français, il y avait Max Beno qui avait écrit sur les massacres coloniaux. Et puis, il y avait des personnes qui ont fait des recherches sur les tirailleurs sénégalais
et qui abordait Thiaroye. Donc c'est comme ça que je me suis confrontée de plein fouet, on va dire, avec un historien qui s'appelle Julien Fargetas, qui avait publié un livre sur les tirailleurs sénégalais, mais qui aborde Thiaroye à sa manière, à la manière d'un militaire historien qui veut absolument voilà, conforter le récit officiel qu'on trouve dans les archives. Voilà. Alors, donc, un état des lieux que tu brosses très rapidement, je suppose. Et quand tu y rentres, tu es confronté à tout cela, à quoi tu aboutis en fait? C'est-à-dire, finalement, comment est-ce que tu pourrais faire comprendre aujourd'hui ce qui s'est passé à ce moment-là, le 1er décembre 1944? Avant d'en venir, et c'est vraiment essentiel et important, aux combats qui ont eu lieu par la suite. Alors, il faut savoir que enfin les historiens, puis tout citoyen, nous pouvons accéder à des archives sur le massacre de Thiaroye. Ce n'est pas du tout difficile, elles sont consultables. Donc il y en a au service historique de la Défense, à Vincennes. Il y en a aussi dans ce qu'on appelle les archives de la justice militaire, c'est du côté de Poitiers, pas très loin d'ici. Et puis il y a aussi les... C'est à Pau. Non, c'est au Blanc. Les archives de la justice. C'est pas la caserne militaire de Bernadette. Il y en a à Pau aussi. Parce que les Palois sont à l'honneur. Oui, oui. Mais, ah oui, oui. Mais il y a aussi, mais c'est plus des dossiers individuels qu'on trouve à Pau. D'accord. Mais sinon, c'est les archives de la justice militaire, et puis, donc c'est une caserne qui s'appelle Le Blanc. Et puis, il y a bien sûr les archives à Aix-en-Provence, qui sont les archives nationales de l'Outre-mer. Voilà, donc, quand on regarde ces archives, voilà ce qu'on trouve. On voit un récit qui est donc des tirailleurs sénégalais qui avaient des revendications illégitimes et qui, le matin du 1er décembre, ils ont exprimé leur colère, ils ont pris les armes et puis ils ont mis en danger la vie des officiers et que la répression sanglante était inévitable. Et donc, voilà, c'est les officiers qui ont été obligés de tirer pour se défendre de ces mutins. Et donc, avec 35 morts, 35 blessés, et comme c'était une mutinerie, une rébellion armée, ils ont bien évidemment arrêté les meneurs, et ça aboutit donc à la condamnation de 34 hommes, de 1 à 10 ans de prison, avec dégradation militaire, etc. Alors, je vais pas raconter tout ce qui s'est passé avant. En tout cas, voilà, c'est un petit peu, si je dois faire une synthèse très rapide de ce qu'on trouve dans les archives et le récit que nous trouvons, c'est ça. Une mutinerie, une rébellion armée, et donc une répression sanglante inévitable, et des revendications illégitimes. Voilà, c'est ce qu'on voit et c'est ce que retracent beaucoup d'écrits d'historiens qui font de la compilation et qui ne font pas de fouilles d'archives. Voilà. Justement, et c'est ça qui est intéressant parce que tu l'indiquais, tu es parti des camps d'emprisonnement et je suppose que cela finalement t'a permis d'écrire une histoire qui ne commence pas en terre africaine, à Thiaroye, puisque oui. En tant que Bretonne, de l'Orient, le navire dont tu parles, qui est le Circassia, il part de Morlaix. De Morlaix, voilà. Oui. Quelle a été la situation justement avant que ces tirailleurs, qui a précédé finalement ce qui s'est passé donc à Dakar, à Thiaroye? Ce sont des hommes qui ont passé 4 ans de captivité en France, dans des Frontstalag, donc entre l'est de la France jusqu'à Bayonne, en passant par Bordeaux et par la Bretagne. Et puis lorsqu'il y a eu l'avancée des forces alliées et les FFI, donc les Frontstalag ont été libérés, ces hommes ont été libérés. Et il y en a certains qui avaient rejoint aussi la résistance, c'est important, qui avaient rejoint les FFI. Et donc, après, ils ont été rassemblés dans des centres de transition avant d'embarquement pour l'Afrique occidentale française. Mais il faut savoir que la direction des troupes coloniales voulait les rapatrier très rapidement, contrairement aux Nord-Africains. Pour les Malgaches et pour les Indochinois, ce n'était pas possible parce qu'il manquait de façon de navire pour les ramener. Mais en tout cas, pour les tirailleurs sénégalais originaires de l'AOF, la direction des troupes coloniales voulait les rapatrier très vite parce qu'il y avait quand même un sentiment de colère déjà qui était bien visible. D'abord parce que quand ils ont été regroupés dans des centres de transition, apparemment les conditions étaient encore pires que quand ils étaient prisonniers de guerre. Voilà. Et puis, il y avait autre chose qui les a particulièrement choqués, où ils se sont sentis trahis, c'est qu'à partir de 1943, le gouvernement de Vichy avait accepté que les sentinelles allemandes soient remplacées par de leurs propres officiers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais dans l'histoire militaire contemporaine. Et ce n'était pas partout, que dans certains Arbeit Commando. Voilà. Et ceux qui ont été gardés par leurs propres officiers
ont été, voilà, sont estimés trahis parce qu'un prisonnier de guerre, sa mission, c'est d'essayer de s'évader, alors que c'était les propres officiers qui devaient les empêcher de s'évader. Voilà. Donc c'était pas, il y avait quelque chose de complètement amoral derrière tout ça. Voilà, donc voilà, c'est ces hommes-là qui sont embarqués à Morlaix. Alors, je ne vais pas aller trop dans les chiffres, mais quand même, c'est très important parce que moi, j'ai été chercher les archives du navire, donc il est bien indiqué que c'est 2000 de ces tirailleurs sénégalais qui devaient embarquer à Morlaix pour Dakar. Et ces hommes, ils connaissaient leurs droits. Ils avaient droit donc à percevoir ce qu'on appelle des soldes de captivité ou des rappels de soldes, si on veut. Et donc, d'après une circulaire que je n'ai jamais trouvée dans les archives, mais dont le libellé est connu, ils avaient droit donc à un quart de leur solde avant de quitter la France, et les 3 quarts restants arrivaient donc à la caserne de Tiaroy au moment de la démobilisation. Ils n'étaient pas démobilisés, ça c'est très important, hein. Ils n'étaient pas démobilisés. Donc en fait, ces hommes, certains avaient touché un petit peu, pas du tout. Enfin, le problème maintenant, c'est que je ne sais plus dans ce que je vois dans les archives ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, je suppose qu'il y a des choses qui sont un peu vraies. Donc, il y en a effectivement qui n'avaient strictement rien perçu et qui ont refusé de monter sur le navire à Morlaix. Donc, exactement, moi j'ai trouvé les archives de la Croix-Rouge. C'est exactement 315 hommes ont refusé de monter sur le navire le Circassia parce qu'ils n'avaient pas perçu ne serait-ce que le quart des soldes qu'ils auraient dû percevoir. Ils n'avaient pas vraiment confiance, quoi. Voilà, donc en fait, c'est 2000 moins 315, il reste donc à peu près entre 1600 et 1700 hommes à être montés sur le navire et normalement être arrivés donc à Dakar. Donc 4 novembre 1944, ils quittent... Le 5 novembre, exactement. 5 novembre. Le 5 novembre, ils quittent Morlaix. Ils quittent Morlaix. Ils ont fait une escale. Ouais. Il y a eu 2 escales en Angleterre et une escale à Casablanca. Alors cette escale à Casablanca est très importante. Parce que ce qui est très très étrange, c'est que dans les archives, on trouve toujours 3 chiffres à l'arrivée à Dakar. C'est soit 1200, 1280 ou 1300 à être arrivé à Dakar. Moi, jusqu'en 2013, j'ai été piégée par une archive que j'ai trouvée au Sénégal qui dit que 400 hommes ont refusé de monter à l'escale de Casablanca. Ils ont refusé de réembarquer sur le navire à l'escale de Casablanca. Bon, pour moi, ça allait très bien. 2000, moins 300, moins 400, oh, bah, très bien. Entre 1200 et 1300, ça va. Mais quand j'étais aux archives de la justice militaire, il y a un rapport qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est un cadre de conduite, c'est-à-dire un officier qui était sur le navire, le Circassia, avec tous ces hommes-là. Et il dit « Tout s'est très bien passé à l'escale de Casablanca ». Ce qui veut dire que les 400, soi-disant, qui auraient refusé de monter sur le navire, c'est un mensonge. Puisque tout s'est très bien passé. Mais il fallait faire diminuer le nombre de rapatriés de 400 hommes. Pourquoi ? Certainement pour camoufler le nombre de victimes. Je ne sais pas 35, mais sans doute 10 fois plus. Voilà, donc ça, mais maintenant, les autorités françaises vont finir par reconnaître qu'effectivement, cette histoire des 400, c'est un des mensonges, parce que ce n'est pas le seul, mais c'est un des mensonges. Absolument. Voilà. Et donc, ces hommes, alors, pour le coup, entre 1600 et 1700, donc, puisque tu as des doutes sur ceux qui sont déclarés... Ah, mais j'ai plus de doute là, voilà, j'ai une certitude. Hein. Donc, ils sont 1600 ou 1700 donc, à débarquer donc, à Dakar, je crois, oui. Le 21 novembre 1944. Oui. Pourquoi on les amène à Tiaroy? Et quelle est la place finalement de cette caserne militaire, de ce camp, dans l'histoire de l'Afrique occidentale française et le recrutement des troupes? Ben, c'est un camp de transit, hein, c'est un camp de transit, et puis c'est là aussi où il y avait, je pense, la formation des tirailleurs avant qu'ils partent en mission ou là pour faire la guerre. Donc mais c'est un énorme camp, hein, au niveau superficie, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ça se être énorme. Alors, je confirme, voilà. Parce qu'il se trouve que par un des hasards de ma vie, moi je suis né dans ce camp. Mon père a été tirailleur. Alors ce mot, il faut aussi qu'on l'interroge, hein, si vous permettez, cher Armel, parce que c'est un mot qui est déjà péjoratif. C'est tir ailleurs. C'est déjà un mot qui déprécie ces hommes. Quand Omar Sy avait fait son film qu'il avait appelé Tirailleur, j'avais écrit une tribune qui ne lui a pas plu. D'abord parce qu'il y avait ce nom, Tire ailleurs, donc on reprend une appellation péjorative. Voilà. Et avec Omar Sy, vous imaginez bien, c'est-à-dire que là, on démultiplie
Vraiment. Ça, et puis il y a Sénégalais aussi derrière, puisque tous ces hommes ne sont pas que Sénégalais. Il semblerait même qu'il y ait beaucoup moins de Sénégalais, par exemple, que de Maliens, puisque d'après moi les chiffres que j'ai vus, il y a 25% de ces hommes qui étaient Maliens. Donc ça aussi, c'est vrai que ce sont des choses à déconstruire véritablement. Moi, je ne pourrais pas te dire que la superficie de ce camp. Il se trouve que toute mon enfance, j'ai vécu là. Parce que mon père est donc engagé, il n'a pas été contraint. C'est quelqu'un qui s'est engagé parce que pour lui, c'était une voie de salut. Voilà. Et toute sa vie, jusqu'à il y a 2 ans où il est décédé, il avait une grande reconnaissance vis-à-vis de la France et du fait que l'armée française lui a permis de trouver un sens à sa vie, une vocation. Un jeune orphelin qui n'avait pas d'instruction et qui s'est fait vieillir de 2 ans. Parce qu'il est né en 1938, mais officiellement, il est né en 1936. Tellement il voulait s'en sortir. Et donc, il a été emmené en Algérie. En Algérie. Parce que ça aussi, je ne sais pas ce qu'en pensera donc Armel, mais dans l'exposition documentaire, moi je parle des 3 figures du tirailleur, finalement. Alors c'est pas moi, je m'inspire beaucoup notamment des travaux de Martin Moore, qui est un historien qui nous a accompagnés d'ailleurs dans le travail que nous faisons ici, qui dit qu'il y a la figure du martyr, la figure du héros, mais il y a aussi la figure du mercenaire, qui se met au service d'une puissance pour écraser et dominer. Et mon père a été envoyé en Algérie pour écraser la revendication de l'indépendance de l'Algérie. Et par la suite, à l'indépendance, il a été reversé à l'armée sénégalaise. Donc il a poursuivi sa carrière dans le camp qui donc va être reversé à l'armée sénégalaise. Et c'est comme ça que je suis né là, et que je fais toutes mes études primaires dans l'enceinte de ce camp militaire, qui était pour moi un univers incroyable, véritablement, à l'époque, hein, puisqu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Donc voilà, c'est aussi juste pour évoquer cette partie-là. Donc ils sont amenés dans ce camp. Donc ils arrivent le 21 novembre 1944. Ils sont convoyés dans ce camp qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il est à la sortie de Dakar, ce camp. C'est un lieu incontournable. C'est-à-dire vous ne pouvez pas sortir de Dakar si vous ne passez pas par Thiaroye. C'est vraiment et stratégiquement, l'état-major français y installe un camp très grand, très important pour toutes ces troupes de l'Afrique occidentale française. Donc, ce qui fait qu'on va avoir des Burkinabés, des Maliens, enfin des Voltaïques à l'époque, des Maliens, des Guinéens. Moi, quand j'étais petit, j'avais des camarades de classe à l'école primaire qui s'appelaient Ouedraogo, des voisins, qui s'appelaient Ouedraogo. Et je me demandais, mais comment ça se faisait, quoi, qu'ils s'appellent comme ça? C'est pas un nom sénégalais, on va dire. J'étais très loin de savoir que, en fait, leurs ancêtres avaient été parmi ces tirailleurs qui ont fait souche là, à Thiaroye, qui sont tombés sur des très jolies Sénégalaises, n'est-ce pas, et qui ont fait famille là. Voilà. Donc c'est pour dire que cette histoire est encore très actuelle. Armel, pour revenir à tes travaux, on a un document dont tu n'as pas parlé, mais qui est quand même important, qui n'est pas l'œuvre d'un historien, on va dire, c'est le film de Sembène Ousmane, Camp de Thiaroye. Un film qui a été tourné en 1988 et qui sera diffusé d'ailleurs quelques années après. En quoi est-ce que ce film-là, dans le récit qu'il donne, puisque ce film se passe essentiellement dans le camp, il raconte vraiment les derniers jours de ces soldats, en quoi est-ce que ce film-là a participé à conforter ou non le travail que tu as fait par la suite? Alors, c'est vrai que ce film, il a eu un impact hein, en France, mais bien sûr beaucoup au Sénégal. Mais alors, le problème, c'est que avec ce film, comme l'histoire de Thiaroye a été très très mal racontée dans les livres d'histoire, c'est pour peu qu'il y ait des livres d'histoire qui en ont parlé, mais en fait, on voit encore aujourd'hui des historiens ou des personnes qui disent qu'à Thiaroye, il y a eu un problème de change.
de change entre les francs qu'ils avaient et les billets de l'AOF. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il en parle, Saad Ousmane, un problème de change. Or, le problème majeur, ce n'est pas le problème de change, c'était le problème de percevoir les soldes de captivité. Bon, donc c'est... Et en fait, la fiction, parfois, est très poreuse quand l'histoire est mal écrite. Et du coup, ben voilà, donc encore aujourd'hui, on voit des écrits qui disent qu'ils ont eu un problème de change. Voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose il a forcé un peu le trait, mais ça c'est normal, c'est de la fiction. Hein. Par exemple, on montre dans le film qu'ils séquestrent le général Dagnan. Et alors, il n'a pas été séquestré du tout. Enfin, on le voit séquestré et pris en otage carrément dans une baraque. Et encore, même en 2014, le gouvernement français s'est servi en fait de ce film pour faire une exposition en disant qu'ils avaient séquestré un général. Alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas vrai. Mais voilà, c'est la fiction qui a un peu dominé le récit que moi... Déjà en 2014, moi j'avais fait une alerte, j'avais envoyé une synthèse et j'avais bien dit, attention, c'est un massacre prémédité, il n'y a jamais eu de séquestration de général, il n'y a jamais eu... Enfin voilà, j'ai essayé de remettre les choses dans l'ordre. Et c'est vrai que 2014, ça a été l'année du basculement en fait. C'est en 2014 que j'ai compris que pour essayer de faire avancer une certaine vérité, pas une vérité absolue, mais parce qu'on va avoir du mal à y arriver, c'est là que j'ai compris que j'allais devoir me battre contre l'État français. Parce que j'avais quand même fait déjà tous les travaux, en 2 ans, j'avais quand même abattu un certain travail dans les archives, et j'avais suffisamment d'armes, j'étais assez solide pour faire ce devoir d'alerte auprès du président de la République, du ministre de la Défense et de Christiane Taubira en tant que garde des Sceaux pour dire, attention, Thiaroye, ce n'est pas ce qu'on voit dans les archives, c'est plutôt massacre prémédité, spoliation des soldes, diminution du nombre de victimes, des victimes qui étaient donc dans des fosses communes et non enterrées dans les tombes du cimetière, etc. J'avais lâché la bombe. Mais rien ne s'est passé comme je pensais, comme j'avais pensé. Justement, qu'est-ce qui va se passer justement après cette bombe donc, que tu lâches à ce moment-là? Ouais, moi, je pensais que j'allais être entendue, puisque je montrais quand même des travaux assez solides. Et c'est vrai que j'ai été reçue par le conseiller mémoire de Jean-Yves Le Drian au ministère des Armées, qui me dit, il s'appelle Gaëtan Bruel, et il est devenu le chef de cabinet, ou le directeur de cabinet de Rachida Dati au ministère de la Culture. Et donc il m'a reçue et il me dit, vous avez raison, c'est un massacre. Oui, les hommes de Thiaroye ne sont pas enterrés dans les tombes du cimetière. Et oui, après le discours de François Hollande prévu donc le 30 novembre 2014, il faudra donc envisager un procès en révision parce que des hommes ont été condamnés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. Donc moi, je suis sortie de là, j'ai dit « Waouh !» J'ai été entendue, c'est extraordinaire quand même. Hein. Merci monsieur. Et il a même été plus loin puisqu'il a sollicité les conseillers de Christiane Taubira pour que je sois reçue par le ministère de la Justice pour cette histoire de procès en révision. Et j'ai été reçue par le ministère de la Justice, pas par Christiane Taubira, mais des conseillers. Donc j'étais très, très, très... ouais, c'est ça. En tout cas, optimiste. Et puis, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. D'abord, il y a eu le discours de François Hollande, donc le 30 novembre, que j'attendais avec impatience. Et là, j'ai dit, oh là là, ça commence mal. À Dakar, oui. Au cimetière de Thiaroye. Au cimetière de Thiaroye même. Alors, il dit, il y a une chose oui, il a dit des choses très importantes, et il reconnaît que les hommes n'avaient pas perçu leur dû. Donc, il reconnaît la spoliation dont ont été victimes tous les hommes de Thiaroye. Mais, et je la connais par cœur, sa phrase, il dit « Ces hommes se sont rassemblés d'eux-mêmes pour crier leur indignation », donc ce fameux matin du 1er décembre, alors que ce n'est pas vrai du tout, ils ont été rassemblés sur ordre des officiers, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, il a parlé donc de répression sanglante. Il n'a pas prononcé le mot de massacre. Et qui dit répression, ça veut dire qu'il y a bien sous-entendu quelque chose de pas correct qui a été fomenté par les hommes de Thiaroye. Et puis surtout, c'est la DMPA à l'époque, ça s'appelle la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives du ministère de la Défense. Ils ont monté une exposition avec 3 panneaux sur Thiaroye. Et quand j'ai vu les panneaux, j'ai dit, oh là là, d'accord, ok. J'ai dit, bon, c'est bon. Ils ont réitéré le mensonge d'État. Dans le panneau, justement, ils parlent de la séquestration du général Dagnan, et puis que c'était une foule hostile, et puis ci, puis ça, enfin bon. Et puis, le dernier panneau, c'était, on ne pourra jamais savoir combien il y a eu de morts à Thiaroye, parce qu'aucune analyse scientifique n'est possible, voilà. Donc, en fait, ça venait de dire,
fermez le banc, plus besoin de faire de recherche, on ne saura jamais, et c'est comme ça que l'histoire doit rester. Voilà. Et voilà, donc c'est là que j'ai commencé à me battre. J'ai cherché les descendants donc d'une victime. J'ai trouvé qu'un descendant d'une victime qui a 86 ans maintenant, qui est Biram Sangor. J'ai recherché, comme pour les condamnés... Si tu permets, oui. On va en venir sur les descendants. Mais vous comprenez maintenant pourquoi je redoutais tant de commencer et puis de faire cette exposition, parce que les expositions, elles les regardent à la loupe, hein, à la loupe. Et vous avez compris la critique importante qu'elle fait à François Hollande. Je vais saluer la présence de quelqu'un qui était socialiste, je ne sais pas s'il l'est toujours, il était vice-président du département de la Gironde, il ne l'est plus, il est à la retraite je crois, c'est Jacques Respo qui est là. J'espère que cette attaque d'Armel n'est pas arrivé à ses oreilles, parce qu'il vient juste d'arriver. Mais je voulais juste dire que sur François Hollande, malgré ses critiques, c'était quand même un acte important ce qu'il a fait. Oui, non, mais moi j'ai bien compris une chose en tout cas, c'est que pour cette histoire de Tiaroy et pour d'autres certainement, c'est pas les ministres qui décident. Ce n'est pas un président de la République qui a décidé. Ce sont des conseillers, des technocrates du ministère de la Défense qui veulent surtout pas qu'on change quoi que ce soit du récit officiel, parce que la plupart, c'est aussi des Saint-Syriens. Ce sont des militaires et qui ont des postes très très importants et influents au ministère aujourd'hui des Armées et qui ont pu faire dire un discours à François Hollande. Il n'en a pas forcément saisi la portée mémorielle telle que moi j'aurais voulu l'avoir. Mais bon, mais là, tout dernièrement, François Hollande, au micro de RFI, a dit qu'il regrettait de ne pas avoir prononcé le mot de massacre. Tout en disant, mais c'est quand même une répression sanglante. Voilà. Mais il a prononcé le mot, il a dit qu'il aurait dû dire le mot de massacre. Et c'est vrai, enfin bon, ça fait 10 ans que, parce qu'on ne va pas passer, parce que là, sinon, non mais je vais finir par la fin là, hein, parce que sinon on risque d'oublier. Mais c'est vrai que donc François Hollande a parlé de massacre, mais le président Macron aussi. Tout récemment, vient de parler de massacre, avec des circonvolutions. Voilà. Mais peut-être que je vais trop vite, là, non? Non, mais ça me démange. Ça me démange. D'autant plus que si tu te mets à parler de Macron, je vais me fâcher, je vais commencer à fulminer. Et il faudrait que je me calme, parce que c'est toi qui fais la conférence. Non, mais c'est important, parce que je risque d'oublier. Oui, on risque d'oublier. Oui, vas-y alors. Alors, je vais dire, parce qu'en fait, c'est vrai que tout le monde disait, ça y est, le président de la République dit enfin le mot de massacre. Le mot de massacre est prononcé. Alors, il faut dire qu'avant, il met... alors, c'est un truc qui est incroyable, c'est qu'il dit, il y a une confrontation entre les tirailleurs et les militaires. Ça veut dire qu'en fait, qu'il considère que les tirailleurs ne sont pas des militaires. C'est quand même incroyable. Et puis, il parle de enchaînement de faits qui ont entraîné le massacre. Ouais, bon, ça veut dire quoi? Ça, c'est François Hollande ou non, Macron, voilà. Donc, je dis, bon, ben voilà, quoi, pour pas être un peu plus... Alors que, et là, non, mais c'est vrai que j'étais subjuguée à Dakar par le discours du président sénégalais, ce jeune président sénégalais. Je dis, mon Dieu, mais c'est, voilà, pourquoi compliquer les choses? Il a dit quoi? Il a dit que c'était un massacre prémédité. Il a dit qu'il demandait à la France des archives, les vraies, celles que je cherche aussi. Moi, ça fait 3 fois que je suis au Conseil d'État pour avoir les archives. Il demande la même chose que moi, le président sénégalais. C'est extraordinaire. C'est toi qui lui as mis ces mots à la bouche. Oui. C'est pas donc, possible, voilà. ça. Et puis, il y a une chose que j'ai trouvée très subtile de la part de ce président. Il a dit, il demande l'aide de la France pour exhumer les corps. Alors, je trouve ça très subtil parce que je sais que j'ai rencontré beaucoup de Sénégalais qui ne veulent pas en entendre parler. C'est notre affaire, c'est que nous, et nous on fera. Mais en même temps, c'est important que la France mette le nez aussi dans la boue, dans la terre, dans cette terre de sang. C'est important. Moi, je pense qu'il faut que la France donne les moyens technologiques aussi, offre son aide pour procéder à l'exhumation des corps. Mais c'est vrai qu'il y a... Donc voilà, c'est vrai que j'ai trouvé que le pauvre ex-ministre des Affaires étrangères était bien palichon à côté, quoi. Mais, on va en venir là-dessus. Mais c'est que s'il y a eu toutes ces évolutions, malgré tout, c'est d'abord que François Hollande, en 2014, a fait quand même ce discours, le cimetière est construit. Oui. Et puis avant, et j'aimerais en parler aussi avec toi,
avant, il y a quand même eu un président sénégalais qui a commencé à prendre en charge cette histoire des tirailleurs. C'est le président Abdoulaye Wade. Puisqu'en fait, quand cette histoire se passe, le Sénégal n'est pas un État. Parce que c'est en 1944. Le Sénégal devient un État en 1960. Léopold Sédar Senghor en a parlé avant, vous l'avez compris, avec la pièce, le poème que vous avez entendu, mais dès qu'il arrive président, il n'en parle plus, puisque c'est un sujet que reprennent surtout ses opposants communistes. C'est eux qui le reprennent. Donc Senghor n'en parle plus. Il y a quand même des hommes politiques sénégalais, dont Lamine Gueye, qui était un député, avocat, qui était même l'avocat des tirailleurs qui ont été arrêtés et condamnés par la suite, en 1945. Abdou Diouf, quand il arrive en 1981, lui n'en parle pas pendant 20 ans. De 1981 à 2000, il n'y a rien. Voilà. Et puis arrive quand même Abdoulaye Wade. En quoi est-ce qu'Abdoulaye Wade pose quand même des actes qui préparent finalement ce que nous vivons aujourd'hui? Parce que moi, je pense que l'histoire aussi, c'est une filiation. Hein. Oui, alors, Abdoulaye Wade, c'est vrai, bon, il a fait la journée du tirailleur 2004, il est allé au cimetière de Tiaroy, il a fait restaurer le cimetière, etc. Alors, je vais vous raconter une histoire quand même avec Abdoulaye Wade, parce que je l'ai rencontré à Versailles. Parce qu'en fait, j'avais eu un témoignage du dernier commandant des forces françaises au Sénégal, donc elles sont dissoutes en 2011. Et alors moi, je suis un peu trop connue, si je dis c'est Armel Mabon, bon bah, on se tait, donc j'avais des taupes. J'ai un ami qui est journaliste à La Croix. Je me suis dit, La Croix, c'est pas le cadavre enchaîné. Donc j'ai dit, écoute, il faut interroger le dernier commandant, peut-être qu'il a des choses à dire, je lui ai donné quelques petites questions. Et comme c'est La Croix, bah, le général Paulus, il est tombé dans le piège. Et c'est grâce à lui que je sais qu'il y avait des fosses communes au sein de l'ancien camp, puisqu'il a dit, il y avait on sait où sont les fosses communes. D'ailleurs, elles ont été recouvertes par un dépôt d'ordures. Donc, c'est quelque chose de très concret. Mais, donc après, moi, quand j'étais au Sénégal, j'ai essayé de savoir où est-ce qu'ils étaient, le dépôt d'ordures et tout ça. Donc, j'ai réinterrogé le général Paulus. Mais là, le général Paulus, il a dit, il a trop parlé, quoi. Il a trop dit de choses. Donc, il a dit que, mais oui, c'est avec le président Wade, en fait, qu'il avait su que... il a dit que c'était le président Wade qui avait demandé à ce qu'il y ait le mausolée qui est près du cimetière sur les fosses communes parce qu'il y avait eu un dépôt d'ordures à cet endroit-là. Donc là, je dis, c'est bizarre quand même ce truc de mausolée sur les fosses communes. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rencontrer le président Wade. Et il a fini par accepter que je le rencontre dans sa maison à Versailles. Et il a accepté l'enregistrement, il a dit, mais je dément catégoriquement, je n'ai jamais demandé à faire ce mausolée sur les fosses communes. Et il a rajouté, si j'avais souhaité les fosses communes, j'aurais tout fait pour exhumer les corps. Bon, ça, peut-être, je ne sais pas. Mais je vais vous raconter quelque chose d'encore plus drôle, enfin plus drôle. Donc en fait, comme j'ai saisi la justice jusqu'au Conseil d'État, y compris pour une petite archive caviardée, 6 lignes caviardées, ça fait 6 ans que je me bats pour avoir les lettres qu'il y a dessous, et avec donc un fils de victime et un fils de condamné, on a été jusqu'au Conseil d'État pour obliger le ministère à nous donner les lettres sous le caviardage, qui en fait c'est le motif d'une sanction infligée à un officier particulièrement compromis. J'ai toujours pas le motif de la sanction, hein, ça fait 6 ans que je me bats avec ça. Et donc, on a été jusqu'au Conseil d'État, mais le problème, c'est que les avocats, ça coûte très, très cher. Donc, il a fallu donner, je crois qu'il nous demandait 6 000 €. Moi, je n'avais pas les moyens, et donc, et je raconte ça au président Wade. Et le président Wade, il m'a dit, je vais vous aider. J'ai dit, wow, vraiment? Il nous a aidés. Donc, j'ai dit, ça y est, on est sauvés, on va pouvoir payer l'avocat, c'est extraordinaire. Et puis... il me dit, je dis, je vais vous donner mon RIB. Direct, hein, direct. Il me dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah bon? Je dis, non, il y a quelqu'un qui va vous attendre au train à Paris avec une enveloppe et tout. Hein, quoi? Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et mais j'ai demandé à un ami sénégalais, mais tu crois que je peux accepter ça, moi, une enveloppe avec 4 000 € dedans Et il m'a dit, écoute, oui, il faut que le président Wade te fasse une attestation, que c'est pour ça, 4 000 € en liquide et tout ça. Et donc, c'est vrai que j'étais attendu avec un monsieur
avec un casque noir, tout en noir vécu. Et hop, on a été à la poste ensemble. J'avais l'attestation signée du président Wade et j'ai pu payer l'avocat. C'est juste un aparté, mais en fait, parfois, je vous assure, je suis dans un thriller complètement improbable. Et ça continue d'ailleurs. Et je sais que tu as beaucoup de chance, parce que moi, j'ai rencontré le président Wade en 2010 pour le vote de la loi sénégalaise qui a déclaré l'esclavage et la traite crime contre l'humanité. Moi, je suis parti avec ces livres dédicacés, mais pas avec d'enveloppe ni de chèque, ni de rimes. Hein. Mais c'est des anecdotes qui sont extrêmement intéressantes. Et justement, tu as évoqué les descendants de victimes. Peut-être qu'on va un peu avancer là-dessus, sur voilà, ces descendants-là, ceux que tu défends, que tu soutiens, que tu accompagnes. Qui sont-ils finalement, hein, et quelle suite peut-être aujourd'hui, hein, parce qu'on va en parler aussi de l'évolution actuelle. Est-ce que tout va bien déjà? On ne vous saoule pas trop avec cet échange? Il va y avoir une discussion. Hein. Oui. Après oui. Mais voilà, les descendants, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, il se trouve que je suis lorientaise, n'est-ce pas? Et il y a quelqu'un qui est lorientais et qui s'appelle Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre de la Défense. Et donc, je lui ai écrit en 2012, justement, quand j'ai repris la recherche, et puis je lui dis, j'ai un problème avec les archives, je ne trouve pas les archives. Il y a plein d'archives, j'ai vraiment des trous dans la raquette. Et en fait, à ce moment-là, il m'a aidé, il a actionné ses services, et c'est comme ça que j'ai pu avoir accès à 6 dossiers de morts à Tiaroy, et dont celui de Mbap Sangor. Ça voudrait dire que les 6 qui nous ont été annoncés, je crois, en juin, ce sont les 6 que tu as... Oui, c'est ça, voilà. Et en fait, moi, j'aurais jamais pu trouver ces dossiers-là parce que je n'avais pas de nom. Or, pour aller chercher aux archives à Caen, etc., il faut les noms, le matricule, le machin. Donc, eux, ils ont un logiciel, sans doute, ceux qui sont morts le 1er décembre, je ne sais pas comment ils ont fait, en tout cas, donc j'ai pu avoir ces 6 dossiers. Et puis, il y a une autre chose aussi qui est très importante, c'est qu'il y a un archiviste qui me dit « Ah, j'ai quelque chose qui va vous intéresser, une circulaire. » Ah, enfin, on me donne une circulaire. Et là, Jean-Yves Le Drian ne savait pas que grâce à cette circulaire, je mettais vraiment le nez dans le mensonge d'État. Parce que c'est une circulaire très importante qui date du 4 décembre 1944, 3 jours après le massacre. Et il y a une petite note de bas de page qui dit que les hommes qui ont quitté la France le 5 novembre 1944 ont perçu l'intégralité des soldes. Alors que c'était faux. Et donc, voilà. Et il m'a beaucoup aidé, Jean-Yves Le Drian. Mais quand je lui ai réécrit en disant que c'est un mensonge d'État, il ne m'a plus du tout aidé. Du tout. Voilà, je l'ai remercié quand même de m'avoir aidé à découvrir le poteau rose, mais voilà. Et donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir le dossier de Mbap Sangor, qui est le plus... On dit Mbap Sangor. Mbap Sangor. Mbap... D'accord, d'accord. Hein, ça, okay. C'est français. Oui, mais t'as bien dit que j'étais française, donc voilà. C'est Mbap. Voilà. Donc... Et donc, il y avait beaucoup de courriers, notamment de son fils, Biram Sangor. C'est comme ça que j'ai pu chercher Biram Sangor. Je savais que c'était un ancien gendarme, etc. Et donc, j'ai fini par... j'ai mis un peu de temps. Et puis, un jour, j'ai réussi à avoir son numéro de téléphone. J'ai appelé. Et parce que Biram Sangor, il avait écrit dans les années 70 au président Sangor, après, donc en 83, à François Mitterrand. Donc, il a mené un combat acharné pour que son père puisse avoir la mention mort pour la France et qu'il puisse être reconnu pupille de la nation, etc., pour comprendre les raisons pourquoi son père a été assassiné, etc. Et quand je suis arrivée, donc, je l'ai retrouvé en 2015. Waouh, il a dit, ça y est, allez, hop, je repars. Allez. Donc, on est partis ensemble, et hop, réécriture. Il avait 75 ans à l'époque. Voilà, 86. Et là, on a été très, très loin avec Biram Sangor, qui dit, moi je veux attaquer l'État, de toute façon, il n'y a pas de raison. Et maintenant, donc, son dossier est arrivé à la Cour européenne des droits de l'homme pour récupérer les sommes que son père n'a pas perçues. Mais il y en a d'autres il y a aussi Djibril Doucouré, donc lui, son père, c'est un rescapé. Et en septembre 2024, c'est tout récent, la CEDH a fait une proposition d'arrangement à l'amiable entre l'État français et Biram Sangor. Et l'État français a refusé. En septembre, le 24 septembre 2024. Ça veut dire que la CEDH est obligée du coup de juger cette affaire, soit uniquement sur dossier, comme ça,
soit avec instruction et audience. Et notre avocat préfère qu'aller jusqu'à l'audience parce que ça fera plus de publicité pour Thiaroye. Mais ça veut dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe avec l'État français aujourd'hui encore. Et Biram Sangor était vraiment très en colère, quoi. Très en colère parce que il sait qu'il il a 86 ans. Lui, il voudrait finir une maison. Il pensait avoir cet argent pour finir sa maison. Et puis voilà. Donc ça, c'est le seul descendant d'une victime que j'ai pu retrouver. Par contre, pour les condamnés, c'était un peu plus facile parce que on a le lieu d'origine, le village, le nom des parents, etc. Donc, mais j'ai pas fait tous les pays, mais on en a retrouvé au Sénégal, au Mali. Et donc, c'est pour ça que Antoine Abibou, dont le père est d'origine béninoise togolaise, enfin, on met les deux, Togo-Bénin. Et donc, en 2015, il a saisi la Cour de cassation pour faire réviser le procès, pour faire réviser le procès de son père. Et le coup près est tombé en décembre 2015. Les magistrats ont dit qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux. Bon, mes travaux n'ont pas été pris en compte, ok, pourquoi pas. Et de toute façon, c'était une rébellion armée, point barre, donc voilà. Donc là, maintenant, ça change la donne. Parce que le fait qu'il y ait la reconnaissance du massacre, et aussi qu'il y ait des hommes qui la mention mort pour la France, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de rébellion armée, il n'y a pas eu de mutinerie, et que ça serait bien que ce soit le garde des Sceaux qui saisisse la Cour de cassation pour les 34 condamnés, et non de faire les choses individuellement. Et donc là, pour l'instant, le ministère de la Justice a dit à des journalistes que oui, mais que le ministère des Armées ne leur donne pas les éléments pour que le garde des Sceaux puisse saisir le ministère de la Cour de cassation. Donc tout le monde se tourne en rond. Et voilà. Pourquoi tu dis que c'est la seule fois dans l'histoire militaire française où la mention mort pour la France est délivrée à des soldats qu'on a soi-même exécutés en dehors de toute procédure judiciaire? Oui. Parce que souvent, on fait des comparaisons avec les fusillés pour l'exemple, par exemple, la guerre 14-18. Mais ce n'est pas du tout la même chose, parce que les fusillés pour l'exemple, eux, ils ont eu un jugement. Il y a eu un jugement. Tandis que là, c'est une exécution extrajudiciaire, et c'est par leurs propres officiers, et ils sont reconnus morts pour la France, alors qu'ils ont été tués par leurs officiers. Parce qu'attention, quelquefois, on dit que les tirailleurs sénégalais du service d'ordre ont tiré. C'est pas vrai, ils n'avaient pas de munitions. C'est bien les armes automatiques, c'est les automitrailleuses qui ont fait le plus de morts. Et il faut savoir qu'ils ont été aussi apparemment dans les baraques. Pour ceux qui n'étaient pas au rassemblement, ils ont tiré dans les baraques. Et pire encore, c'est le fils d'un médecin qui était présent à l'hôpital principal de Dakar. Les militaires français sont venus achever des blessés. Et c'est vrai que le général Bach, qui était celui qui m'a le plus soutenu en tant que militaire, il avait dit, pour qu'il y ait autant de morts, parce qu'il ne croyait pas à ce chiffre de 300 morts que j'avance, il disait, mais pour qu'il y ait autant de morts, Armel, il aurait fallu qu'ils aillent achever les blessés. Maintenant, on sait qu'ils ont été achevés les blessés aussi. Et donc, c'est quoi la question déjà? Oui, mais c'est cette précision-là, c'est la particularité, parce qu'effectivement, souvent, effectivement, les gens parlent des fusillés pour l'exemple de la Première Guerre. Ah oui, c'est ça. Et c'est pas la même chose. Là, c'est une exécution extrajudiciaire. Voilà. Et puis, autre chose aussi, puisqu'on y est et j'ai fait des recherches pour savoir s'il y a un procès en révision, donc pour innocenter ces tirailleurs sénégalais, enfin tirailleurs, on ne va pas dire tirailleurs, les soldats, les combattants. En fait, il n'y a pas eu de militaires amnistiés, parce qu'ils ont été amnistiés quand même, ces condamnés en 47, en 46 et 47, il y a eu 2 lois. Mais il n'y a pas eu de militaires amnistiés ou graciés et réhabilités via un procès en révision depuis le capitaine Dreyfus. Donc ça serait vraiment un symbole incroyable pour des soldats africains. On va vous donner la parole maintenant, parce que en fait, elle ouvre finalement sur ce qui va se passer, ce que nous essayons de faire avec son soutien. Depuis le mois début novembre, on a mobilisé des parlementaires. Aujourd'hui, il y en a plus de 130, des avocats. Avec vraiment son soutien, elle a été décisive dans tout ce qu'on a pu faire. Parce qu'à chaque fois que j'ai demandé quelque chose, des fois, avant même que je finisse ma phrase, elle m'indiquait qui c'est qu'il fallait voir, qui c'est qu'il fallait associer. Donc ça, c'est la phase qui va s'ouvrir. Mais avant d'en parler, peut-être vous donner la parole, pour celles et ceux qui veulent ici... Mais peut-être parler de la commission d'enquête parlementaire. Alors, oui, mais justement, je voulais qu'on attende un peu, peut-être sur les questions. Parce que moi, je voudrais juste conclure en disant, mon travail d'historienne, il est fait, il est là, en partie, mais c'est pas suffisant. Voilà. J'ai compris que je n'arriverai pas à faire fléchir un gouvernement. Voilà.
Voilà, c'est tout. Elle est très modeste et très humble. Parce que si vous avez bien suivi, aujourd'hui, tout ce qui se fait autour de Thiaroye, moi j'étais très très surpris quand j'étais à la commémoration nationale au Sénégal avec le président sénégalais et 4 autres de ses homologues. Enfin, il y avait des mots que Carmel était la seule à dire, que je retrouvais dans la bouche de pratiquement tout le monde. Donc quand même, enfin, tu as réussi à effectivement faire fléchir non seulement l'État français, mais aujourd'hui, il y a des générations d'Africains qui reprennent finalement ce travail-là. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y a des évolutions effectivement en cours. Et effectivement, sur la question de la commission d'enquête parlementaire, on pourra y répondre, hein, mais plus après peut-être les interrogations, les remarques ou les critiques. Je vois quelqu'un qui fait des photos de sa femme, qui n'arrête pas. Hein, c'est bon là, quand même. Hein, à un moment donné, on arrête. Bon, la parole est à vous, si vous avez des questions ou des remarques, hein, des suggestions ou des critiques hein, par rapport à ce qui s'est dit. Je vais passer le micro à Ousmane. Ousmane, donc si vous avez... Celui qui veut prendre la parole. Voilà. Ah. Là-bas. Ouais. C'est bon, si, ça va arriver. Oui.